Après que mon accident de voiture m'a envoyé à l'hôpital, la conversation de groupe WhatsApp de la famille a explosé de photos du week-end au spa de ma sœur. Personne n'est venu. Quelques jours plus tard, toujours dans ma blouse d'hôpital, j'ai déverrouillé mon téléphone pour découvrir 64 appels manqués et un message de mon père. Rappelle-nous maintenant. C'est sérieux. C'est ce que j'ai fait. Et puis, c'est étrange comme on peut sentir sa vie nous échapper dans un silence complet. Pas de cris, pas de crissement de pneus, juste le bruit du verre qui se brise et les airbags me percutant le visage. Une seconde plus tôt, je pensais au dîner. Poulet rôti ou un fast-food. La seconde suivante, j'étais la tête en bas dans ma voiture, suspendue par ma ceinture de sécurité comme une marionnette, regardant à travers un pare-brise fracasser un stop que je n'avais jamais vu venir. Quelqu'un a ouvert la portière et m'a demandé si je pouvais l'entendre. J'ai hoché la tête. Du sang coulait dans mon œil depuis une entaille près de ma tempe, et je me souviens avoir eu un goût de métal au fond de la gorge. Le reste est un brouillard. Des sirènes, des analgésiques, l'odeur de bétadine. Tout s'est fondu en une longue traînée grise de temps. Quand je me suis réveillée correctement, j'étais dans une chambre d'hôpital qui sentait le désinfectant et l'air vicié. Une infirmière m'a dit que j'avais une épaule déboîtée, 2 côtes cassées et une légère commotion cérébrale. Légère, c'est le mot qu'ils ont utilisé. Je ne pouvais même pas m'asseoir tout seul, mais bien sûr, légère. Ils ont dit que j'avais eu de la chance. Je ne me sentais pas chanceux. Je me sentais oublié. Après qu'on m'a transféré des urgences à une chambre normale, j'ai attendu que mon téléphone s'allume. Quelqu'un devait savoir. Les nouvelles vont vite dans les familles, non? Je me suis dit que peut-être papa avait reçu un appel. Que peut-être Chloé avait eu des nouvelles par quelqu'un. Au minimum, je pensais que ma mère prendrait de mes nouvelles. J'avais tort. Mon téléphone est resté sur la petite table de l'hôpital pendant 2 jours. Pas une vibration, pas un bip. Je ne l'ai pas touché avant tard dans la 2e nuit. Quand je l'ai finalement déverrouillé, il y avait 27 messages non lus. Pas d'amis, pas de collègues, mais de la conversation de groupe familial. Pendant un instant de folie, j'ai cru qu'il savait, qu'il s'en souciait. La première photo m'a frappé comme un coup de poing. Chloé en peignoir blanc, tenant une coupe de champagne dans une main et faisant le signe de la paix avec l'autre. La légende, c'est l'heure du spa, bébé. Elle a été suivie d'une autre, d'elle dans un sauna. Puis une autre, sushi de luxe. Ses ongles faits, ses pieds dans des pétales de rose, son sourire sous un masque d'argile verte, chaque photo plus inconsciente que la précédente. Maman avait commenté presque toutes les photos. Tellement mignonne. Tu le mérites. Je t'aime, ma chérie. Papa avait envoyé quelques émojis pouces en l'air. Pas un seul message demandant où j'étais. Pas une seule mention de la voiture, de l'accident. De moi. J'ai fixé l'écran pendant une seconde. Honnêtement, je pensais que je perdais la tête. Je leur avais parlé de l'accident, n'est-ce pas? Non, je ne l'avais pas fait. J'étais inconscient quand on m'a amené. L'infirmière m'avait demandé si je voulais prévenir quelqu'un, et j'avais dit non. Je crois qu'au fond de moi, je voulais voir s'ils prendraient contact sans y être incités. Ils ne l'ont pas fait. 3 jours entiers se sont écoulés. Les seules personnes qui m'ont rendu visite étaient les infirmières et un kinésithérapeute qui avait l'air d'avoir à peine 20 ans. Ils n'arrêtaient pas de me dire de prendre de grandes inspirations pour que mes côtes ne se raidissent pas. Je faisais ce qu'ils disaient, mais chaque respiration me donnait l'impression que quelqu'un m'enfonçait un pied de biche sous les côtes. Je suis restée là, dans cette blouse d'hôpital qui grattait, meurtrie et seule, pensant à toutes les fois où je les avais aidés. Les appels tard le soir de Chloé demandant de l'argent. Les factures de carte de crédit de maman que j'avais discrètement payées. La réparation de la voiture de papa que j'avais couverte à Noël dernier quand il disait que les fins de mois étaient difficiles. Chaque service, juste pour cette fois, je n'ai jamais hésité. J'étais le fiable, celui qui arrangeait tout, et maintenant, rien. Le 4e jour, j'ai eu mon bon de sortie, mais on m'a dit de ne pas conduire ni travailler pendant au moins une semaine. J'ai attendu dans le hall pendant près d'1 heure un VTC parce que personne ne m'avait proposé de venir me chercher. Je n'ai même pas demandé.
Je suis rentrée chez moi, toujours dans la blouse d'hôpital sous mon sweat à capuche parce que je ne pouvais pas lever le bras assez haut pour changer de t-shirt. J'ai dormi la majeure partie de la journée. Le lendemain matin, j'ai enfin réactivé la sonnerie de mon téléphone. 64 appels manqués. Ils étaient tous arrivés au cours des dernières 48 heures. La plupart venaient de papa, quelques-uns de Chloé, un de maman. Il n'y avait pas de messages vocaux, juste un SMS en haut de mon écran. Papa, rappelle-nous maintenant. C'est sérieux. J'ai appelé immédiatement. La ligne n'a même pas sonné une fois avant qu'il ne décroche. Sa voix était tendue. Il y avait de la panique en dessous, mais il ne criait pas. Pas encore. Ce qu'il a dit ensuite n'avait pas de sens au début. Quelque chose à propos de documents égarés. Quelque chose à propos d'un compte gelé. Je ne l'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler. Alors que j'écoutais, allongé dans mon propre appartement, dans la même blouse avec laquelle on m'avait laissé sortir de l'hôpital, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois depuis des années, ils avaient plus besoin de moi que je n'avais besoin d'eux. Et j'en avais fini de jouer les idiots. Quand j'ai finalement rappelé mon père, j'étais toujours assis dans le même fauteuil dans lequel je m'étais effondré en rentrant de l'hôpital. Je n'avais même pas enlevé la blouse d'hôpital. J'avais mis un sweat à capuche par-dessus, mais le tissu rêche contre mes côtes me faisait encore mal partout. Le téléphone n'a même pas sonné. Il a décroché instantanément, comme s'il l'avait tenu à la main, faisant les 100 pas. Sa voix ne semblait pas en colère. Elle semblait ébranlée. C'était rare pour lui. Il a dit qu'ils essayaient de me joindre depuis 2 jours. Je n'ai pas répondu à cela. Il a commencé à expliquer, ou peut-être juste à divaguer, quelque chose sur le loyer de Chloé qui n'était pas passé, sur sa carte qui avait été refusée dans un restaurant, et sur le fait qu'elle ne pouvait pas accéder à son compte bancaire. Au début, j'ai pensé qu'elle s'était peut-être fait pirater, mais c'est là qu'il l'a dit. Sa carte de secours était également gelée. Celle à mon nom. Il a continué. Maman avait essayé de virer de l'argent pour des factures et ça avait été rejeté. Sa carte de crédit, également une carte secondaire sur l'un de mes comptes, avait cessé de fonctionner en plein milieu d'un paiement en caisse. Elle a cru que c'était un bug jusqu'à ce que la banque signale une activité suspecte. Puis le prélèvement automatique de sa facture de téléphone a échoué. C'est là que la panique a commencé. Il pensait que quelqu'un m'avait piraté ou que peut-être il y avait un problème avec la banque. Ils n'ont même pas envisagé la possibilité que c'était moi qui l'avais fait. Papa m'a demandé, presque prudemment, si je savais ce qui se passait. Je n'ai rien dit tout de suite. J'ai juste laissé le silence faire son travail. Puis j'ai dit calmement que j'avais tout gelé. J'avais annulé les cartes secondaires, fermé le compte de secours que Chloé utilisait, bloqué les virements sortants, tout. Il avait l'air sincèrement choqué, comme si j'avais jeté une brique à travers la fenêtre de leur salon. Il a demandé pourquoi, alors je lui ai dit. Je lui ai dit que j'avais eu un accident de voiture il y a 4 jours, que la voiture s'était retournée, que j'avais des côtes cassées, une épaule déboîtée, une commotion cérébrale. Je lui ai dit que j'avais passé 3 nuits à l'hôpital et que j'en étais sortie seule parce que personne dans la famille ne savait même que j'avais disparu. Et puis je lui ai dit ce qui m'avait vraiment fait basculer. Les photos du spa. La conversation de groupe qui s'illuminait comme un sapin de Noël avec du champagne, des sushis, des pierres chaudes et des bains de pieds pendant que j'étais sous perfusion. Je lui ai dit que j'avais tout vu. Et qu'aucun d'eux, ni maman, ni Chloé, ni même lui, ne m'avait envoyé un message pour me demander où j'étais ou pourquoi je n'avais pas répondu. Je n'avais pas besoin d'une parade. J'avais juste besoin que quelqu'un s'en soucie. Il a essayé de se rattraper. Il a dit qu'il ne savait pas, que s'ils avaient su, bien sûr, ils seraient venus. Je lui ai demandé pourquoi il ne s'était pas demandé pourquoi j'étais devenu silencieux. Pourquoi personne n'avait pensé à prendre de mes nouvelles? J'ai dit sans détour, ils ne l'ont pas remarqué parce qu'ils s'en fichaient. Pas vraiment. C'est là qu'il est passé en mode défensif. Il a dit que Chloé traversait une période difficile ces derniers temps. Que maman avait ses propres soucis. Que le week-end au spa était censé aider Chloé avec son anxiété. Il a même dit que j'aurais peut-être dû appeler. C'en était trop.
Je lui ai dit que j'en avais fini d'être celui qui appelait toujours. J'en avais fini d'être le filet de sécurité de la famille. J'avais payé le loyer de Chloé 4 fois en 2 ans. Aidé maman à consolider ses dettes. Payé une facture médicale pour papa pour laquelle il ne m'a même jamais remercié. Et maintenant, quand j'avais besoin de quelque chose, pas d'argent, pas d'aide, juste de la décence humaine la plus élémentaire, il n'avait même pas remarqué que j'étais partie. Il m'a demandé si j'allais vraiment tourner le dos à ma famille. Pour ça. Je lui ai dit, non, je l'ai déjà fait. Discrètement, allongé dans ce lit d'hôpital, en faisant défiler les photos du spa, en réalisant que je pourrais mourir et qu'il ne le saurait pas avant que la carte de crédit soit refusée au brunch. Puis j'ai raccroché. Cette nuit-là, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai consulté tous les comptes auxquels j'étais lié. Ceux qu'ils avaient oubliés que j'avais aidé à mettre en place, l'aide temporaire. Des comptes qui n'avaient jamais été remis à leur nom. J'ai fait un tableur. J'ai tout passé en revue, ligne par ligne. Facture de téléphone, abonnement de streaming, loyer, carte de crédit, prêts étudiants, même l'abonnement à la salle de sport de Chloé. Tout passait encore par mes comptes. J'ai tout arrêté, gelé les cartes de crédit, annulé les prélèvements automatiques, changé les mots de passe, envoyé des demandes pour retirer mon nom des baux et comptes partagés. Je n'étais pas en colère. J'étais méthodique. Je voulais que chaque porte soit fermée, que chaque canal soit coupé. Je ne leur ai rien dit. J'ai juste attendu. Le premier SMS est arrivé le lendemain matin. Chloé, en majuscule, demandant pourquoi sa voiture ne démarrait pas. Puis un autre, puis un appel, puis un message de maman disant que son compte était gelé et me demandant si je pouvais appeler la banque. Comme la dernière fois. Papa a envoyé un SMS demandant si j'étais en colère et si nous pouvions rediscuter. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Ce n'était pas de la vengeance. C'était la réalité qui les rattrapait. Et je n'allais pas l'arrêter. À la fin de cette semaine, ils partaient tous en vrille. Chloé m'a appelé cette fois en une journée. Elle a envoyé des messages vocaux, des longs, chacun plus dramatique que le précédent. Le premier était confus. Le second, agacé. Au troisième, elle pleurait. Vraies ou fausses larmes, je ne pouvais plus faire la différence. Elle a dit qu'elle avait été humiliée à son café préféré quand sa carte avait été refusée devant tout le monde. Puis elle n'a pas pu accéder à son compte Uber, n'a pas pu payer son loyer. Son propriétaire menaçait d'appliquer des pénalités de retard, et le spa lui avait facturé des frais d'annulation qu'elle ne pouvait pas se permettre. J'ai écouté chaque message sans répondre. Maman a envoyé un SMS ensuite. Elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi sa banque agissait bizarrement. Puis elle m'a demandé si je pouvais aider à régler ça. Pas d'excuses. Pas de mention de l'accident. Pas de « comment vas-tu ?» Juste directement au problème, comme si j'étais son service client. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé 3 autres messages le lendemain. Le ton passant lentement de mielleux à acerbe. Papa était le seul qui essayait de paraître raisonnable. Il m'a rappelé un samedi matin et a laissé un message vocal. Il a dit qu'il comprenait que j'étais contrariée, mais que tout gelé était une réaction excessive. Que Chloé était juste un peu négligente parfois. Et que maman ne voulait pas m'ignorer. Il a dit que ce n'était pas juste de ma part de les couper comme ça, sans avertissement. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Il ne voyait pas ça comme moi reprenant ce qui m'appartenait. Il voyait ça comme une trahison. Et ça m'a tout dit. Chloé s'est finalement présentée à mon appartement. Elle a sonné 3 fois à l'interphone. Je n'ai pas répondu. Elle m'a envoyé un SMS depuis le hall. Disant qu'elle voulait juste parler. Je l'ai ignoré. 10 minutes plus tard, j'ai vu sa voiture s'éloigner à travers les stores. Pas de message après ça. Elle voulait un accès, pas une conclusion. Elle voulait que sa vie soit dégelée, pas la vérité. Le lundi suivant, j'ai reçu un appel de la banque. Apparemment, Chloé avait essayé d'autoriser une transaction en utilisant les informations de mon ancienne carte jointe, celle que j'avais déjà désactivée. Ils l'ont signalé et m'ont demandé si je voulais le déclarer comme une tentative de fraude. Je ne l'ai pas fait.
Je leur ai juste dit de maintenir le gel en place et de surveiller toute autre tentative d'accès. Il y a eu un silence pendant quelques jours après ça. Trop de silence. Puis est arrivé le message de groupe. Maman, pouvons-nous s'il vous plaît être des adultes et en discuter? Aucune mention de ce qu'ils avaient fait. Aucune reconnaissance de l'hôpital. Aucune reconnaissance de combien ils s'étaient appuyés sur moi. Juste un voyage de culpabilité à l'apparence polie avec un joli ruban. Je n'ai pas répondu. 2 heures plus tard, papa a rappelé. J'ai décroché cette fois. Il n'a pas crié. Il était prudent, comme s'il marchait sur des œufs. Il a dit qu'ils traversaient tous une mauvaise passe. Que Chloé était sous pression et que maman était juste distraite. Il a dit que j'avais toujours été le fort de la famille. Qu'ils avaient besoin que je les aide encore une fois. Ce mot, besoin. Je l'ai laissé parler pendant 5 bonnes minutes. Je pense qu'il croyait que je m'adoucissais. Puis je lui ai posé une question. Quand est-ce que l'un d'entre vous a fait quelque chose pour moi pour la dernière fois? Il y a eu une pause, une longue. Puis il a dit, ce n'est pas comme ça que les familles fonctionnent. Exactement. C'est à ce moment-là que j'ai décidé que ce n'était pas une phase. C'était permanent. Ils avaient pris mon silence pour un consentement pendant trop longtemps. Ils avaient confondu ma générosité avec une obligation. Ils pensaient que les liens du sang signifiaient un droit de propriété. Plus maintenant. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas menacé. Je lui ai juste dit que le soutien était terminé. Je paierai mes propres factures, je gérerai ma propre vie. Ils peuvent faire de même. Il a essayé de protester, mais j'ai mis fin à l'appel avant qu'il ne puisse finir. Ce n'était pas de la colère. C'était de la clarté. Et je pouvais déjà voir l'effondrement commencer. 3 jours après que j'ai tout coupé, le service téléphonique de Chloé a été coupé aussi. Je ne le savais pas au début. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le silence sur son Instagram. Même pas une story. Cette fille postait quand elle éternuait. J'ai vérifié par curiosité. Sa page était toujours là, mais tout avait été effacé. Pas de publication, pas de photo de profil. Puis 1 heure plus tard, elle avait complètement disparu, supprimée. C'était ma première véritable confirmation que son petit monde parfait et détendu au spa était en train de se fissurer. Maman, pendant ce temps, faisait ce qu'elle faisait toujours, faire semblant. Elle a recommencé à envoyer des messages dans le groupe de discussion comme si de rien n'était. Un article mignon sur les soupes d'automne. Qui se souvient de cette chanson? Elle a envoyé un selfie avec une bougie à la citrouille en arrière-plan avec la légende « On se met à l'aise ». Personne n'a répondu. Pas même papa. Puis une lettre est arrivée à mon appartement. Pas un SMS, pas un email. Une vraie lettre, écrite avec l'écriture soignée de ma mère. L'enveloppe était épaisse. Elle a toujours eu le sens du drame. À l'intérieur, il y avait une note manuscrite de 3 pages sur le fait que les choses étaient devenues tendues et qu'elle espérait que nous pourrions redevenir une famille. Elle disait qu'elle était fière de moi, que j'avais toujours été responsable. Le ciment de la famille. Que Chloé et elle traversaient une période compliquée et avaient besoin d'aide, un prêt temporaire, juste jusqu'à ce que la situation de Chloé se règle. Il n'y avait aucune mention de l'accident, aucune excuse, juste un argumentaire de vente. Elle avait même joint des documents, une capture d'écran du compte bancaire de Chloé, solde négatif, à découvert de 418,72 €, un relevé de carte de crédit imprimé avec près de 3 000 € d'achat de créateur, des mensualités de voiture, et un abonnement au spa qu'elle avait apparemment oublié d'annuler. Et au bas de la pile, un contrat. Je le jure, ils avaient rédigé un contrat de prêt, tapé à la machine avec des conditions d'intérêt, un échéancier de paiement, des emplacements pour que Chloé et moi signions, un espace pour la signature d'un témoin. Le genre de choses que les gens utilisent pour se protéger en justice contre des étrangers. Et ils me l'ont envoyé à moi, le type qui a payé son loyer 6 fois en silence. Je suis restée avec cette lettre pendant un long moment. Ce n'était pas seulement insultant, c'était dérangeant, comme s'il s'était complètement détaché de la réalité. Je n'ai pas répondu. La même nuit, j'ai entendu frapper à ma porte. Pas l'interphone, un vrai coup.
Il était 21h30 et personne ne frappe à ma porte aussi tard. J'ai regardé par le Judas. C'était Jules, l'ex de Chloé. Je ne l'avais pas vu depuis leur rupture il y a 2 ans. J'ai ouvert la porte et il avait l'air mal à l'aise, comme s'il regrettait déjà d'être là. Il a dit que Chloé lui avait donné mon adresse, qu'elle lui avait dit que je traversais une mauvaise passe et qu'elle avait besoin de son aide. Il a dit qu'elle avait dépeint une situation où j'avais perdu la tête, coupé les ponts avec tout le monde sans raison, et l'avait laissé en plan. Je lui ai demandé sans détour, « Est-ce qu'elle loge chez toi ?» Il a secoué la tête. Il a dit qu'elle avait demandé, mais qu'il n'était pas stupide. Puis il a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas, « Elle est chez ta mère maintenant, sur le canapé, et elle raconte aux gens que tu as fait une dépression. » Je n'ai rien dit. Il a juste continué à parler. Il a dit qu'il ne l'avait pas cru au début, mais quand il a entendu la version des événements qu'elle propageait, que j'avais pété les plombs après un petit désaccord familial et que je les avais coupés du monde parce que je ne supportais pas le stress, il a décidé de venir me voir directement. Alors je lui ai tout raconté, l'accident, l'hôpital, le silence, les traces d'argent, la coupure de tout. Il a écouté en silence. Pas de défense, pas d'excuse pour elle. Quand il est parti, je pensais que ce serait la fin. Mais le lendemain matin, il m'a envoyé une capture d'écran par SMS. C'était une publication Facebook de ma mère. Un statut vague, mais pointu, s'il vous plaît, gardez notre famille dans vos prières. Certaines personnes s'en prennent aux autres quand elles souffrent. Nous essayons de rester forts à travers une période très difficile. Des dizaines de commentaires. On vous envoie de l'amour. J'espère que tout va bien. Tu es une mère si forte. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Il n'évitait pas seulement la vérité. Il la réécrivait activement. Il construisait un nouveau récit, un où j'étais instable, émotif, le méchant. Il ne pouvait plus atteindre mon portefeuille, alors maintenant il s'attaquait à ma réputation. Je ne me suis pas mis en colère. Je me suis préparé. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le dossier que j'avais créé après l'accident, et j'ai ajouté d'autres captures d'écran de la conversation de groupe pendant mon séjour à l'hôpital, les appels manqués, la lettre, le contrat de prêt, les frais de spa, même la publication Facebook. Puis je les ai tous envoyés. Pas à Chloé, pas à maman, mais à papa. Pas de message, pas de contexte, juste les faits. Quelques heures plus tard, il a appelé. Je n'ai pas répondu. Puis il a envoyé un SMS. Je ne savais pas. Je vois maintenant. Je suis désolé. Il ne les a pas défendus. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le château de cartes était déjà en train de s'effondrer. Je lui avais juste donné le coup de grâce. Après que papa a envoyé ce SMS, il est resté silencieux. Pas de suivi, pas d'appel téléphonique, pas de chantage affectif, rien. Juste ces 7 mots. Je ne savais pas. Je vois maintenant. Je suis désolé. Je n'ai pas répondu. Je voulais croire que cela signifiait quelque chose. Que peut-être, pour une fois, quelqu'un dans cette famille voyait ce que j'avais réellement soutenu toutes ces années. Mais je n'allais pas mordre à l'hameçon. J'avais vu trop de fausses excuses, trop de promesses faites à moitié qui se terminaient toujours de la même manière, eux ayant besoin de quelque chose à nouveau. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est ce qui est arrivé ensuite. 2 jours plus tard, j'ai reçu un email du propriétaire de Chloé. C'était un avis. Apparemment, mon email était toujours listé comme son contact d'urgence. Le message était direct. Loyer impayé, aucune communication, et un avis d'expulsion en attente. Elle avait sauté le dernier paiement et les pénalités de retard s'accumulaient. Ils avaient essayé d'appeler. Pas de réponse. Il lui donnait 5 jours de plus avant de lancer la procédure. J'ai regardé l'écran et j'ai repensé à toutes les fois où j'avais viré de l'argent à cette même agence. Discrètement, automatiquement. La moitié du temps, elle ne me remerciait même pas. Une fois, elle m'a envoyé un SMS, c'est fait, et ne m'a pas parlé pendant des semaines. Maintenant, elle n'avait plus de bouée de sauvetage. Plus tard dans la soirée, Jules m'a de nouveau envoyé un SMS. Il était passé chez ma mère. Quelque chose à propos de récupérer des affaires à lui que Chloé avait encore.
Il a dit qu'elle avait l'air mal en point, les yeux gonflés, faisant les 100 pas comme si elle n'avait pas dormi. Elle a essayé de le convaincre de me reparler. A dit qu'elle n'arrivait pas à croire que je lui ferais ça. Il n'a pas mordu. Puis il m'a dit quelque chose d'inattendu. Maman et Chloé s'étaient violemment disputées. Chloé lui reprochait de ne pas avoir arrangé les choses et maman lui a répondu sèchement qu'elle ne roulait pas sur l'or. Jules a dit que ça avait mal tourné, au point que les voisins avaient appelé la police. Chloé avait pris la voiture de maman sans permission le lendemain matin, la laissant en plan. C'était la première vraie fissure dans l'armure. Chloé se retournant contre la seule personne qui la défendait encore. Et j'ai réalisé quelque chose. Ils ne paniquaient pas seulement parce que l'argent avait disparu. Ils paniquaient parce que leur structure, toute leur dynamique était construite sur le fait que je portais silencieusement le poids. Et quand je me suis retirée, il ne s'agissait pas seulement de facture. Il s'agissait d'identité. Sans que je finance l'illusion, il n'avait plus rien de solide sous les pieds. Je pensais que ce serait la goutte d'eau qui ferait déborder le vase. Mais j'avais tort. La vraie goutte d'eau est arrivée 3 jours plus tard. Je suis rentrée chez moi pour trouver une enveloppe glissée sous ma porte. Pas de timbre, pas de nom, juste un papier plié à l'intérieur. Je l'ai ouvert. C'était une seule feuille, une capture d'écran imprimée. Une confirmation de virement bancaire d'un des anciens comptes d'une application de paiement de Chloé auquel j'avais oublié qu'elle avait accès. Cela montrait une tentative d'envoyer 900 € depuis l'un de mes comptes bancaires de secours, un que je n'avais pas touché depuis plus d'1 an. Elle avait essayé de le faire discrètement. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais déjà bloqué ce compte des jours plus tôt. Le virement a échoué, mais quand même, elle a essayé. Elle a cherché. Elle s'est souvenue de ce compte et a tenté de le frapper une dernière fois. C'en était fini. Plus de terrain d'entente. Plus d'espoir de réparation. Je suis allée à la police le lendemain matin. Je n'ai pas porté plainte complètement, pas encore. Mais j'ai déposé une alerte à la fraude et fait documenter la tentative, juste au cas où. La banque a signalé son nom, son adresse IP, son appareil. Si jamais elle réessayait, ce serait automatique. Je ne lui ai pas dit. Je n'ai dit à personne. J'ai juste laissé ça là, en attente, comme un fil de détente. Et puis je les ai tous bloqués. Téléphone, email, réseaux sociaux, conversations de groupe. J'ai même verrouillé des comptes dont ils ignoraient l'existence, juste par sécurité. J'ai fermé toutes les portes ouvertes. Les retombées ont continué à se dérouler d'elles-mêmes. Chloé a perdu son appartement. L'électricité de maman a été coupée pour non-paiement. Leur cercle social a commencé à se rétrécir aussi, probablement fatigué du drame. Papa, il est resté silencieux. Je pense qu'il a finalement compris le coup de se ranger du côté du silence. Et je n'ai pas exulté. Je n'ai pas souri. J'ai juste vécu tranquillement, paisiblement pour la première fois depuis des années. Pas de téléphone qui vibre à minuit, pas de notification bancaire soudaine, pas de culpabilité, juste le calme. Ils ont appelé ça de l'égoïsme. J'ai appelé ça la liberté. Cela fait 2 mois que j'ai coupé les ponts. Pas d'appel, pas de SMS, pas de lettres, juste le silence. Le genre de silence dont je rêvais quand j'étais au milieu de leur chaos. Chloé ne s'est jamais excusée. Ni pour la tentative de fraude, ni pour les mensonges, ni pour m'avoir ignorée à l'hôpital. La dernière chose que j'ai entendue, c'est qu'elle squattait chez une amie d'université dans un petit appartement en centre-ville. Elle a perdu la voiture. Elle a perdu l'appartement. La plupart des amis avec qui elle s'affichait ont disparu. Il s'avère qu'être la personne amusante ne vous mène pas loin quand vous ne pouvez plus payer l'addition. Maman fait toujours semblant. Je le sais parce qu'un cousin m'a envoyé des captures d'écran d'une publication de groupe où elle me mentionnait à nouveau. Une phrase vague sur les familles brisées et l'apprentissage du pardon. Pardonner quoi? D'être la seule personne qui a finalement dit non. Ce qu'elle n'a jamais compris, c'est que ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de ne jamais être vue. J'étais leur solution, leur filet de sécurité, leur sponsor silencieux, mais jamais une personne. Jamais quelqu'un qu'ils pensaient pouvoir briser. Et je me suis brisée, tranquillement,
dans un lit d'hôpital sans visiteur et avec 27 photos de spa non lues. Quant à papa, il est resté complètement silencieux. C'est ce qui m'a le plus surpris. Je pensais qu'il essaierait de reconstruire quelque chose, ne serait-ce que pour se sentir mieux. Mais je crois qu'il a enfin compris ce que cela signifiait quand je n'ai pas répondu à son dernier message. Ce n'était pas une menace. C'était une déclaration de clôture. J'ai déménagé la semaine dernière. Nouvel appartement, nouvelle banque, nouveau numéro. Je n'ai laissé aucune adresse de suivi. Je ne l'ai même pas dit au cousin qui a essayé de rester neutre. Pas parce que j'ai peur d'eux, mais parce que cette fois, je ne donne accès à ma tranquillité à personne. L'ancien André aurait gardé la porte entr'ouverte, juste au cas où. Le nouveau ne le fait pas. Je garde toujours les captures d'écran, la lettre, le message vocal où Chloé sanglotait à propos de « Comment as-tu pu me faire ça ?», la tentative de virement. Non pas parce que je veux me venger, mais parce que je veux me souvenir. Parce que voilà ce que personne ne vous dit. Parfois, couper les ponts avec sa famille ne ressemble pas à une prise de position héroïque. Ça ressemble à un deuil, comme faire le deuil de quelque chose qui n'a jamais existé comme on l'espérait. Mais chaque jour, ce deuil devient un peu plus silencieux. Chaque jour, mon téléphone reste silencieux. Et ce silence ressemble un peu plus à de la sécurité. Ils ont passé des années à penser que je serais toujours là. Qu'ils pourraient brûler le pont et que j'en construirais quand même un autre. Mais ils ont finalement appris ce qui se passe quand le bâtisseur de pont s'en va en emportant chaque planche avec lui. Et j'ai appris quelque chose aussi. La famille, ce n'est pas qui partage votre nom. C'est qui se présente quand votre monde s'effondre, pas quand le leur s'effondre. Et que personne, même pas le sang, n'a un droit permanent sur votre gentillesse s'il la traite comme une monnaie à dépenser. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la survie. Et pour la première fois de ma vie, je vis enfin.